L'histoire commence sur le continent de Conan, qui est gouverné par 3 grands royaumes, qui sont toujours en guerre les uns contre les autres. Cependant, un ancien monstre appelé Dagonzoth se réveille de son long sommeil, et menace maintenant le bien-être de tous sur le continent. Il n'y a pas de force sur le continent puisse y faire face seul, et chaque fois qu'il se réveille, il dévaste des villes et des pays entiers, et détruit. Ce sont des griffes massives, et des flammes destructrices. C'est tellement fort que personne n'a jamais réussi à le ralentir, assez que les gens échappent à la destruction. Et ça finit toujours par coûter des milliers de vies, 10 ans avant nos jours. Les 3 grands royaumes ont uni leurs forces, et a chargé la sorcière mage et épée la puissante de l'humanité. Pour sceller Dagon une fois pour une nuit, nous voyons un garçon nommé Héros rassembler une de mages massives aux côtés de ses parents légendaires pour mener le rituel de scellement. Une fois que la lune violette se lève, la sorcière épée aux cheveux violets décide de l'utiliser comme appât pour attirer le dragon maléfique. Avec ses 2 intrigues juteuses, bientôt, une ombre massive apparaît sur le sol, et 2 griffes massives en sortent, suivies par le dragon hideux, qui laisse échapper un énorme rugissement avant de décider d'avoir la femme du mage pour le dîner. Alors que le dragon s'approche d'elle, elle brise ses chaînes et lance un sort contraignant pour maintenir Dagonzoth en place. Saisissant cette chance, les mages autour d'elle ont lancé un énorme sort de barrière. Dirigé par son mari Barreau et leur fils Hiro qui le rejoint avec un miroir magique, et ils commencent tous le rituel pour sceller l'ancien dragon. Tout a l'air bien, mais soudain, quelqu'un tire sur Barreau dans le dos avec une flèche, et il tombe au sol comme un ou. Malgré sa blessure, il les exhorte à continuer le rituel de scellement. Mais Zap se libère et se précipite vers le héros pour le frapper. Pour sauver son... Le baron a jeté un sort puissant qui repousse le dragon dans la douleur, laissant une énorme cicatrice sur la poitrine, mais pour une raison quelconque, une cicatrice similaire apparaît également sur la poitrine de Hiro. Après avoir jeté le sort, Zat décide de libérer son souffle de flamme et brûle tout ce qui est en vue. Mais grâce au sort de protection de son père, le héros parvient à survivre 10 ans plus tard. Le héros a grandi et nous le voyons errer dans différentes contrées. Tant une cape avec une épée géante attachée à son dos, il continue de voyager jusqu'à ce qu'il atteigne une nouvelle ville, où les gardes vérifient tout le monde avant de les laisser entrer. Hiram rejoint la ligne. Quand surviendra, l'un des gardes est choqué après avoir regardé son visage, et le laisse passer sans aucun problème. Hiro parcourt la ville en explorant ses rues, jusqu'à ce qu'il remarque une petite annonçant l'arrivée d'une personne nommée Nambuko, qui monte dans un grand char entouré de gardes et de soldats. Le riche marchand arrose la foule de pièces de bronze, faire semblant d'être généreux, et tout le monde s'incline et commence à se battre pour les pièces. L'une des pièces tombe à côté de Hiro, mais comme il essaye de le ramasser, un enfant nommé Picha l'attrape et s'enfuit. Mais ensuite, le vice-chef de son gang lui sort la pièce de sa main, et lui dit de ne pas prendre l'argent de Nambuko, parce qu'il ne fait que distribuer l'argent qu'il leur a pris. En premier lieu, l'un des garçons dit que s'il volait quelque chose, ce serait le Grand Trova, qui est un objet magique censé exaucer tout souhait, compris la nourriture et la richesse illimitée toujours. Mais leur chef leur dit d'oublier ça, dire qu'il est impossible de voler le Grand Trova, et les avertit de partir avant d'avoir des ennuis. Péchaïd reste toujours derrière après avoir vu le Grand Trova de près, et décide de se faufiler sur le char quand personne ne regarde, mais malheureusement pour lui, Nambuko le remarque à l'intérieur du char. Pendant ce temps, Hiro remarque un homme dans la rue, affirmant qu'il a la rare crête de garde de dragon, qui appartenait autrefois au héros légendaire, Dal-Eubard, qui a vaincu le dragon maléfique. Mais la version de l'histoire de l'homme est complètement différente. D'après ce que Hiro sait qu'il s'est passé, c'est sûr soudainement, un des garçons de la rue arrache la crête à l'homme, et s'enfuit. Mais son énorme garde du corps à quai attrape l'enfant et le soulève dans les airs. L'homme lui ordonne de frapper l'enfant plusieurs fois pour lui donner une leçon. Mais avant que le pigment massif puisse faire quoi que ce soit, Harris intervient, et place sa lame massive contre le visage laid du gars, l'avertissant de ne pas lui faire l'utiliser. L'homme dit que la crête est un héritage, et il ne peut pas laisser n'importe qui le voler. Alors Hiro offre une pièce d'or pour l'acheter. L'homme est d'accord et remercie Hiro d'être parti. D'un autre côté, le petit voleur se plaint que Hiro a ruiné son plan, parce qu'il distrayait le garde du corps, pour que son gang puisse voler plus de marchandises. Après cela, le garçon arrache rapidement la crête des mains de Hiro, en disant qu'il le prend comme une redevance, et s'enfuit avec ses amis. Il s'échappe vers leur base cachée à l'intérieur de la ville. Mais le héros se faufile dans leur cachette et reprend la crête. Il demande son nom au chef, et l'enfant dit que c'est Tommy. Hiro lui montre alors la crête et dit qu'elle lui appartient. Et puis saute de la fenêtre, commence à courir sur les toits, avec les enfants qui le poursuivent dans des ruelles étroites. Pendant ce temps, un mystérieux nommé Juru traverse le marché, interroger tout le monde sur le héros, tout en montrant son croquis. Son partenaire Palupa dit que c'est probablement le premier héros de City à venir, parce qu'il a pris un mois entier de dépenses avant de s'enfuir. De l'autre côté de la ville, le maire de la ville organise un grand dîner pour Nabucco, qui le pousse à lui vendre tout son siège magique. Le maire s'inquiète de la hausse des prix, en raison du monopole de Nabucco sur le minerai, et les troubles que cela pourrait causer, mais Nabucco le menace avec ses forces, et dit que contrôler les masses est facile, utiliser la peur et qu'il devrait accepter son offre. Après ça, son partenaire, Sharacharum, fait sortir le Grand Trova, et dit que s'il accepte leur offre, ils l'utiliseront à son profit. Juste à ce moment-là, quelqu'un utilise une petite créature ressemblant à un dragon pour voler le Grand Trova. Avec sa langue collante, mais Shere Khan utilise sa magie pour faire sauter le toit du manoir, et fait tomber Péché avec la grande Trovea. De retour dans la ville, Haro passe le temps de sa vie en étant poursuivi par le gang de rue. Alors qu'ils le poursuivent sur les toits, l'un des garçons tombe, mais Hidero attrape son bras et le sauve. Soudain, un garçon appelle Tam et lui dit que Péchaïd a été surpris de voler le Grand Trova et est sur le point d'être exécuté. En entendant cela, les enfants courent instantanément pour sauver leur ami. Laissez Hiro derrière lui le faire s'interroger sur l'idée de l'amitié. À l'aube, nous voyons Piché attaché avec des cordes sur la place de la ville, avec une foule rassemblée pour assister à son exécution. Nambucco et le maire regardent la scène depuis le balcon, où Nambucco
Nambuko dit au maire que cette exécution servira de bon exemple pour instiller la peur dans son peuple, mais avant que le garçon ne soit massacré, Hiro sort de la foule et dit à Shericharo d'arrêter. Il se présente comme un épéiste errant et dit qu'ils vont trop loin avec cette punition. Entendre ce chéri et ordonne aux soldats de se débarrasser du pauvre épéiste, mais au lieu de paniquer, Hiro sourit simplement et dit que ça fait un moment qu'il n'a pas la chair de poule comme ça, et puis continue à les détruire absolument tous, comme Madara Uchiha. Chéri rejoint le combat et lui tire dessus avec son sort de mêle les cheveux, les esquive habilement, et puis frappe les soldats devant elle. Au début ça a l'air cool, mais ensuite les soldats se rendent compte que l'épée du héros ne leur a fait aucun dommage. Du tout, Sharekan demande ce que le héros fait ici avec ce jouet, et ordonne à tout le monde de l'entourer. Les choses commencent à mal paraître pour notre héros. Mais ensuite Jiru apparaît à l'improviste et rejoint le héros aux côtés de Pallupa. Le gang de Tamid saisit cette chance sauver Pêché et sortir de là. Pallupa dit à Jiru que c'est sa faute d'avoir dit à Hiro qu'il deviendrait un maître épéiste dans 10 ans. Et puis il se transforme en héros, et dit qu'il ne peut même pas blesser Dagonzot à son niveau, beaucoup moins vaincu en voyant tout. Ce Sharacharu appelle le grand Trova et se prépare à les tous tourner en poussière. En utilisant un sort fort, Hiro reconnaît l'objet bleu et dit que c'est l'élément de plafond qui appartenait à son père, ce qui fait que Nambuko se demande qui est Hiro, mais ensuite dit que ça n'a pas d'importance. Alors qu'il se retourne pour rentrer, pensant que l'attaque de Shirahoshiro les détruira de façon, les choses semblent vraiment mauvaises pour Hiro et son gang, mais juste avant que l'attaque puisse faire, une ombre massive apparaît sur le sol et une griffe en sort bloquer l'attaque avant de la renvoyer dans une montagne. Après cela, l'énorme dragon maléfique Deganzo sort de l'ombre, surprenant tout le monde, révélant la marque massive sur sa poitrine, semblable au héros voyant le dragon maléfique. Le héros devient aveuglé par sa soif de vengeance et déclenche une vague d'attaque contre le dragon massif. Mais le dragon le capture facilement et l'assomme. Jiru se précipite pour aider le héros, mais les soldats autour d'eux commencent à voir des flèches sur Dagonzot, dont certains visent également Jiru et le héros. Mais avant qu'ils puissent être touchés, Dagonzot les sauve puis abat les soldats autour d'eux, avant de disparaître dans le royaume des ombres et de sortir de là. Voir tout ce Nambuko commence à et dit au maire que la terreur est enfin ravivée, et s'il a le pouvoir de sauver son peuple du dragon maléfique, ils le craindront toute leur vie et lui obéiront. Il dit que Dagenza s'est réveillé pour son usage, et sort de là, fixant leur cap vers la terre où les Sue meurent. L'histoire se déplace ensuite vers la cachette des voleurs, où le héros est inconscient. Jiro se souvient des événements d'il y a 10 ans, quand les parents de Hiro ont essayé de sceller Dagonzot à l'intérieur de la zone tampon, située entre les 3 royaumes puissants. La mère de Hiro, Kismet, s'est sacrifiée pour faire sortir le dragon, tandis que son père Baro effectuait un rituel au plafond, utilisait un miroir sacré et sans sorcier puissant. Malheureusement, la tentative a échoué, et malgré les efforts de Jiro pour sauver les cheveux, ses parents et tous les mages ont été consumés par l'âme du dragon. Dévorant des flammes, il dit à tout le monde que quiconque meurt de ces flammes ne peut pas être ressuscité même en utilisant les sorts de résurrection, ce qui signifie que le héros ne pourra plus jamais revoir ses parents. Juste à ce moment, le héros reprend conscience. Tout en disant le nom de Dagonzot par cauchemar, il parle immédiatement de trouver le dragon et de se venger. Tamid dit que il est sûrement pas assez speed pour penser qu'il peut vaincre le légendaire dragon, mais Hiro dit qu'il s'entraîne de 10 ans pour ce moment précis. Tamid sous-estime la force de Hiro, mais il dit que s'il devient sérieux, sa vraie force est différente de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Shade suggère d'utiliser Grand Trove pour vaincre Zoro, rappelant au héros que c'était la même chose que son père essayait de faire. Le héros leur a ensuite posé des questions sur Nambuko, et Tamid explique que Nambuko est un trafiquant d'armes maléfiques. Il déclenche des conflits entre les royaumes pour le profit, manipule les marchés et conduit les commerçants à la faillite. Hiro dit qu'il trouvera Nambuko et obtenir le grand trésor pour vaincre Dagonzot, et part avec le gourou et Pallupa. En marchant dans la ville, Pallupa demande l'argent que Hiro a volé, et devient furieux quand il découvre qu'il en a utilisé une sur une fausse crête. La scène passe ensuite à Sharacharu, qui contacte avec colère Nambuko en utilisant un sort de miroir magique. Elle le confronte à propos de son abandon en ville. Mais Nambuko lui ordonne froidement de trouver le garçon que Dagonzot a sauvé. De retour en ville, Hiro et le gang décident de prendre un repas. Le paludisme leur rappelle qu'ils travaillent avec des fonds limités, et refuse de le dépenser dans un endroit chic, et les emmène dans une ruelle. Le commerçant refuse de les servir, à cause de leurs actions ce matin, mais qu'une fille aux oreilles de chat nommée Aaron saute et les invite dans un bon restaurant. Ils la prennent sur cette offre, et savourent un bon repas sur place. En retour, Aaron leur pose des questions sur Dagonzot, pourquoi il est apparu dans la ville ce matin, et demande ensuite si cela a quelque chose à voir avec le fait que Hiro soit le fils de Baro. En entendant cela, ils deviennent tous alertes, et Hiro demande comment elle savait que. En réponse, Eren prend un morceau de viande, et dit à Hiro de se souvenir de son nom avant de sortir de là. Une fois qu'elle s'en va, Jiro conseille à Hiro de ne pas laisser de si jolies filles l'égarer, et puis il parle de trouver un endroit pour passer la nuit, mais Pallupa dit qu'ils vont dormir dehors, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il demande aussi le projet de loi, et découvre qu'Aaron y a aussi mangé, et a dit qu'ils étaient ses amis et qu'il paierait pour elle aussi, ce qui le rend vraiment. Plus tard dans la nuit, Ira ramène tout le monde à la cachette de Tamid, et leur demande de les laisser y passer la nuit. Au début, Tamid refuse, mais Péchette dit qu'ils lui ont sauvé la vie, et demande à Tamid de les laisser passer la nuit. Le lendemain matin, pour poser des questions à Hiro sur son plan, mais Jiro refuse de le laisser tirer immédiatement. Il dit que ses compétences en épée ne sont toujours pas polies, et il doit d'abord entraînez-vous suffisamment pour pouvoir face au monde il pourrait rencontrer dans leur voyage. Il demande également à pouvoir rester à la cachette pendant quelques jours de plus, et Jiro propose de leur préparer des repas chauds en retour. Après cette coiffure, et le gang s'aventure dans le désert, où Jiro laisse Hiro se faire battre le dos par de maigres slimes. Pallupa rappelle
rappelle à Jiro que le héros n'a aucun talent d'épée. Mais Jiro dit que tout ce qu'il sait, c'est enseigner les techniques d'épée. Donc ils n'ont pas vraiment le choix. Après ça, Jiro décide d'aller chasser des monstres pour les aider à résoudre leurs problèmes d'argent. Et Pallupa s'assoit pour compter son argent tout en veillant sur le héros. En parlant, Hiro remarque un énorme dragon de sable, rampant hors du sable derrière Pallupa. Et il décide de l'attaquer. Comme le cerveau d'oiseau qu'il est. L'attaque ne fait aucun dommage au dragon massif, qui ouvre la bouche comme s'il allait les manger pour le déjeuner. Mais ensuite tout le monde est sûr. Quand il trouve une belle jeune fille assise sur sa langue, elle sort pour la gueule du dragon, et le remercie pour le trajet. Avant de le renvoyer, puis s'approche de Hiro, commence à écouter son rythme comme un pervers. Elle dit que ça a l'air beau et dit ensuite à Hiro de venir avec elle. La fille étrange se présente comme Sarado, et se rapproche de Hiro une fois de plus, en le regardant dans les yeux. Avant que Hiro puisse dire quelque chose, Jiro arrive, et attaque soudainement Sarado, mais Hiro l'arrête. Sarado continue de se comporter étrangement, alors qu'elle s'occupe de cueillir quelque chose sur le sol du désert, tandis que d'autres en profitent pour retourner à la base. Plus tard, Hiro réfléchit à la présence étrange de Sarado. Tomidi le taquine en disant qu'il est juste un gars solitaire qui est tombé amoureux d'elle. Ce qui agace Hiro. Malgré son agacement, Haro ne peut s'empêcher de se sentir concerné pour elle, car leur rappelle qu'ils sont aussi orphelins et expriment leur sympathie pour la perte du héros, même si c'est arrivé il y a longtemps. Pendant ce temps dans la ville, Cher et Charo et ses soldats continuent de chercher Hiro sans succès. Finalement, elle décide d'utiliser son miroir pour le trouver, mais échoue soudainement. Sereto semble marcher silencieusement sur la route. La scène se déplace vers un château flottant où le cerveau, Nambuko, examine les rapports commerciaux et dit au docteur Bafalapa de préparer des armes pour une guerre à venir. Malgré les questions urgentes à portée de main, le docteur Bafalapa montre étrangement son inquiétude pour le bien-être de Sarato. Sarato apparaît mystérieusement dans la cachette d'un voleur. Surprenant tout le monde, Tamit a l'impression d'être dans un moment pic du Tchad, quand il est instantanément paix par sa beauté, mais est rapidement agacé par son attitude. Hiro lui demande si elle est vraiment venue le trouver, qu'elle l'avertit qu'elle le trouvera où qu'il aille. Tamit se moque alors de notre héros. Dire que sa mission de tuer Dagon est maintenant reportée parce qu'il a trouvé un nouvel amant. Haru ignore ses paroles et accepte de la garder avec et l'emmène dehors. Le lendemain, Jiro et Pallupa vont au marché pour acheter des choses, mais il manque d'argent. Alors Jiro décide de partir à la chasse. Pendant ce temps, Haru se dirige vers le désert avec Sarado, essaye d'améliorer ses compétences de combat. Encore une fois, Hiro fait face à des slimes, mais se débat comme avant. Soudainement, un loup les attaque et dans une tentative désespérée d'impressionner Sarato, Hiro l'attaque courageusement, mais est rapidement vaincu. Tout comme le loup se tourne vers Sarato, notre héros rassemble ses dernières forces pour la protéger. À sa grande surprise, Serato reste calme quand le loup s'effondre mystérieusement à côté d'elle. Serato admet qu'elle s'était assoupie juste avant l'attaque du loup. Après avoir vu la blessure à l'épaule de Hiro, elle le guérit facilement avec sa magie, ce qui le laisse abasourdi. Plus tard, Hiro parvient à vendre le loup pour une pièce d'or, mais se plaint du peu qu'il a gagné. Son humeur change quand il voit un homme être emmené et contraint au travail dans une mine de pierre magique. Incapable de supporter l'injustice, Hiro demande à Sarado d'attendre et intervient pour affronter les soldats, exigeant qu'il libère l'homme, mais tout ce qu'il obtient en retour, c'est une rapide raquette, et il finit par capturer lui-même, maintenant assis à côté de l'homme qu'il a essayé de sauver. Hiro apprend l'horrible vérité, que ceux qui sont envoyés dans les mines ne reviennent jamais. Cela le motive à élaborer un plan. En utilisant son faux badge, il tente d'aider l'homme à s'échapper. En attendant, Shere-Khan devient frustrée alors que son miroir magique cesse de fonctionner. Elle apprend la capture de Hiro dans le château et se prépare immédiatement à passer à l'action. Dans une ruelle faiblement éclairée, Tommy essaye de trouver l'emplacement de Hiro, mais de manière inattendue, Serato apparaît derrière lui, poser des questions sur le héros. Pendant ce temps, stupide Hiro fait toujours des tentatives infructueuses pour s'échapper. De retour au palais, le dirigeant de la ville explose de colère en maudissant Nambuko. Il ouvre son casier et apprend que son grand livre a disparu de sa place. En se retournant, il voit Tommy assis sur sa chaise, menaçant d'exposer ses secrets. Il a mis une condition pour libérer Hiro et les esclaves de l'esprit. S'il veut récupérer son grand livre, juste à ce moment, les gardes royaux Sarato, mais heureusement, Jiro et Pallupa sont arrivés juste à temps et l'ont sauvé. Ils sécurisent le registre pour échanger des otages. Le lendemain, Hiro et tous les prisonniers sont libérés de prison. Cependant, Chercheru continue de le suivre et devient de plus en plus frustré en entendant parler de sa libération. En attendant, Hiro est heureux de voir les prisonniers retrouver leur famille et se souvient de quelques souvenirs avec ses propres parents. La scène change de soi, où Tamaki est assis seul à la fenêtre et mange. Quand Hiro vient lui demander de rejoindre tout le monde à table, les voir manger ensemble comme une famille lui fait sourire. Le lendemain matin commence par leur déjeuner décontracté et l'avertissement de Jiro à Hiro de s'entraîner seul avec lui. Alors qu'il sort, Hiro remarque que Sarado les suit. Alors il s'arrête et lui offre une pièce d'or pour le laisser tranquille. Pendant ce temps, Serato rencontre Eren, qui l'invite dans un endroit spécial. Alors que Hira continue de s'entraîner, il devient frustré en combattant à plusieurs reprises des slimes et plaide avec Jiro de l'autre côté. Serato va à une source chaude avec Eren, qui révèle les rumeurs sur les pouvoirs de guérison du printemps, et déclare qu'il peut guérir les blessures. Mais je ne peux pas faire revivre les morts. Charicharo regarde secrètement leur conversation à distance. Ailleurs pour se rencontrer, et Pallupa tombe sur un dépliant, offrant une récompense de 300 pièces d'or pour avoir capturé un monstre dans une source de guérison. Pendant ce temps, Jiro et Hiro sont déjà enfermés dans une bataille. Hiro est fatigué de tout l'entraînement et veut affronter Dagonzot, mais Jiro souligne que compter uniquement sur Grand Trova, la force ne suffit pas pour vaincre Dagonzot et que Hiro doit maîtriser de multiples compétences. Il rappelle à Hiro les 100 sorciers qui n'ont pas réussi à sceller le dragon
dragon, ce qui met Hiro en colère et il attaque Jiro. D'autre part, aux sources de guérison, Eren reçoit des informations de Sarado qui continue d'agir speed jusqu'à ce qu'Eren perde son calme. Shirazaru les rejoint bientôt et il commence à parler du monstre effrayant du printemps. Pendant ce temps, la bataille féroce entre Jiru et Hiro toujours en cours. Quand Palupa et Tomit arrivent, Jiru assomme enfin Hiro, choquant tous les deux alors qu'ils courent pour vérifier Hiro, mais Jiru dit qu'il emmènera Hiro aux sources de guérison. Sur le chemin, les gardes d'Inamuko regardent leur groupe passer les sources, Hiro et son groupe au pouvoir de guérison du printemps. Quand Jiro révèle son plan pour tuer le monstre et obtenir la prime, de l'autre côté, les filles continuent de parler de leur type d'homme. Quand les oreilles de Sharacharu et Aaron tremblent, sentir la présence de quelqu'un, Shiro révèle Nambuko et sa mission pour retrouver Hiro. Ce qui surprend Eren, et elle disparaît rapidement avec Sarado. Les gardes de Shiro sont toujours présents sur les lieux, et attendent sa commande. Les blessures de Hiro ont presque guéri, quand Tommy pose des questions sur la cicatrice sur sa poitrine, auquel Palipo révèle la tragédie de Balbago qui a conduit à cette cicatrice. Pendant ce temps, Shiro localise Hiro en utilisant sa magie, et émet une commande. Jiro dit à Hiro que leur voyage n'est pas seulement un entraînement, et de nombreuses tâches nous attendent qui doivent être résolues. Cela rend Hiro heureux que Jiro ait enfin accepté son plan. Les voir rire ensemble, Chéri fait signe à ses troupes de se réveiller. Juste quand parle, un chaos éclate et une pieuvre géante fait des ravages. Capturé fermé, Aaron quitte rapidement les lieux alors que le monstre continue son déchaînement. Attaque tout le monde autour, le monstre capture même Shara et la jette. Jiro s'avance et vainc le monstre. Hiro trouve Sarado près du lac et pose des questions sur son bien-être. Paluba et Tamit donnent un peu d'espace au tourtereau. Après avoir maîtrisé le monstre, il l'apporte à la vie et découvrait que l'annonce originale était un piège set par Shericharo pour capturer Hiro. Il prévoit de vendre les tentacules monstres à de riches acheteurs et utiliser l'argent pour financer la quête d'armure de Hiro. Cependant, l'armure s'avère trop chère, les forçant à faire des compromis et à se contenter de cottes de mailles bon marché. Le lendemain, le protagoniste dit au revoir aux enfants et se prépare à poursuivre son voyage. À la surprise générale, Thomas exprime son désir de rejoindre la fête. Malgré les objections de son ami, alors qu'il se prépare à récupérer la Grande Trova et à revenir, ils font une promesse et entreprirent leur voyage avec une nouvelle détermination. Sur leur chemin, ils rencontrent Aaron qui révèle que Shere Khan était derrière l'incident du monstre et exprime son désir de rejoindre leur parti. Elle fournit une carte révélant l'emplacement du Nambuka et pointe vers l'endroit sur la carte où les souhaits meurent. Cependant, c'est une femme gourmande et dit, elle ne partagera ces informations que si elle est autorisée à les rejoindre. Hiro étant un peu pervers et friand de sensations fortes bon marché, accepte facilement de voir ça. D'autres ont poussé un soupir et ont commencé à marcher derrière eux. Ils continuent à travers le désert, jusqu'à ce qu'ils voient un panneau avertissant des ours dangereux dans la région. Mais notre héros ne pense qu'aux dragons et avance, pendant que le groupe reste derrière. Pendant un moment, Aaron de Palpatine pour être avec eux, mais elle répond que le héros lui a donné la permission. Notre garçon les gronde pour leur lenteur, mais tombe sur une grande colline de sable. Plus vite que votre ex a glissé de vos mains. À ce moment, un oiseau étrange les survole et ouvre un œil sur son ventre. Cela permet à Nambuko et à ses sbires de regarder le groupe et voir où ils sont. Le groupe continue de bouger, jusqu'à ce qu'ils atteignent une forêt, où ils s'arrêtent pour se reposer et ramasser de la nourriture et de l'eau. Tumen est étonné partout, parce qu'il pensait qu'il n'y avait rien en dehors de la ville que le désert. Puis le même oiseau revient et attaque le groupe, mais ils ont réussi à l'esquiver et à se cacher derrière un rocher. Cependant, l'oiseau se retourne pour recharger. Alors notre garçon s'avance pour montrer son entraînement. L'oiseau l'atteint, mais il ne parvient pas à le blesser avec son épée. Alors Kira entre eux le chasse. Ensuite, le groupe se demande où dormir et décide d'aller plus loin dans la forêt. Puisque l'oiseau est trop gros pour y voler, ils font un feu et font cuire de la nourriture. Au bout d'un moment, Jiro se demande pourquoi Sorato met si longtemps à aller chercher de l'eau. Alors Haro va la chercher, mais trouve Eren jouant de la harpe dans un arbre. Il pose des questions sur son plan et la raison pour laquelle elle les aide. Ce à quoi elle dit qu'elle veut juste des informations et de l'argent. Il lui parle de son plan pour obtenir le grand trésor à tout prix, et lui demande ce qu'elle ferait si elle l'obtenait. Elle répond qu'elle créerait une nana sexy comme notre héros. Puis il part pour trouver la source où Eren a dit que Soreto était. Pendant ce temps, Nambuko troque ses inventions contre des pierres magiques, propose son produit le puissant, cela aidera à lancer une attaque surprise contre Kilia. Puis il contacte le seigneur de Kilia, et lui vend un autre produit pour arrêter l'attaque bonus. Juste à ce moment-là, Shericharo arrive, et Nambuka l'avertit qu'elle n'a plus qu'une chance, où elle perdra sa place à leur côté. Il lui parle de ses oiseaux de garde appelés Okai, qu'il a envoyés pour attaquer Hiro. Il décide de donner à l'un des oiseaux pour localiser le groupe, et avertit de ne pas échouer cette fois. Pendant ce temps, Hiro et son groupe avancent, distés du prix des pierres magiques. Sharacharu ouvre alors un portail, téléporter les gardes vers eux, pendant que Hiro et ses amis atteignent un endroit avec de l'eau claire, piscine et sol riche. Juste à ce moment-là, Sharacharu et ses hommes apparaissent, et bloquent leur chemin, en invoquant des golems géants. Alors qu'elle ordonne à ses soldats et golems de commencer à attaquer, Jiro se prépare à les affronter. Mais avant de pouvoir bouger, Hiro court pour les attaquer à la place, mais est rapidement frappé par la foudre et s'effondre. Juste à un pas d'être héros, Jiro se précipite pour l'aider avec les eaux. Puis il réalise qu'Eren s'est enfui comme toujours. En attendant, Jiro combat les soldats quand Shere Khan attaque à nouveau Hiro, mais cette fois, elle attaque avec de la glace et fait casser son épée, le laissant sans défense contre elle. Jiro essaie de les joindre, mais un golem géant l'arrête et le force à le combattre à la place. Palupa jette ses bagages à Tamit et sort d'étranges cartons rouges avec un méchant aux cheveux roses dessiné sur eux. Quand il le jette, un coffre avec des jambes de monstre apparaît, et de là, une nommée Mumu sort en demandant quelle arme ils veulent. Cependant, il lui dit qu'il veut s'échapper pour sauver leur vie. Alors
tous entrent dans la poitrine. Pendant ce temps, Shirocharu se prépare à emmener Hiro à Nembuko, mais Jiro semble courir vers eux, ce qui enrage Shirocharu, et elle propose une attaque encore plus puissante qui brise le sol sous leurs pieds et piège Hiro dans une bulle remplie de vignes épineux. Elle poignarde la main de Hiro avec la pointe de son parapluie et continue de lui faire du mal jusqu'à ce que le héros commence à se transformer. Ses yeux deviennent rouges, ses dents s'aiguisent et ses ongles se transforment en gris. Il dégage une puissante aura maléfique et avec juste quelques frappes, il abat plusieurs gardes du Shiracharo. Voyant cela, un garde l'avertit qu'ils doivent se retirer et elle a peur et ouvre un portail juste avant que Hiro ne l'atteigne. Il revient à son état normal et s'effondre au sol avec épuisement, tandis que des images inconscientes de Juru, la marque de son corps, comment il a combattu les hommes, clignotent dans son esprit. Après un temps, Haru se réveille dans le désert et se demande ce qui s'est passé à ce moment-là. Il aperçoit Mambuko sur son char à proximité et se cache rapidement derrière un rocher. En attendant, Mumu téléporte le groupe à l'endroit où ils étaient avant et demande à Palupa de la payer pour ses services. Après avoir reçu son paiement, elle donne un pied à Palupa dans la poitrine et disparaît. Sarado Tami trouve Jiro inconscient, mais Sarado parvient à le réveiller en utilisant sa magie. Elle lui a posé des questions sur le héros, fait bondir Jiro, et il court vers la falaise pour chercher le jeune maître. Tout le monde le suit et regarde en bas de la falaise, seulement pour voir tous les gardes tués par un héros et se demander ce qui s'est passé. D'un autre côté, nous voyons Nambuko rencontre avec la femme aux cheveux violets. Pour lui montrer une nouvelle arme qu'il développe, le docteur Buffalo prépare les choses pour enfin montrer les armes fonctionnent. Ils ont un orc et des prisonniers ligotés près d'une petite montagne où ils ont installé leur étrange machine. Buffalopa l'active et soudain, une lumière rouge absorbe à la fois les orques et les humains, les fusionner et créer un nouveau type de monstre. En voyant cela, la femme félicite Elu, Maham Nuko pour la fusion réussie. Ici, nous découvrons que le plan de Nambuko est de créer une puissante armée de monstres. En voyant cette atrocité, Hiro sort de sa cachette et réprimande Nambuko pour avoir utilisé les humains comme jouets. Puisque son épée est déjà cassée, il décide d'attaquer Mambuko avec ses poings et se précipite vers lui. Mambuko esquive rapidement son attaque et place son épée sur la gorge de Hiro, avoué qu'il le cherchait. Quand Hiro lui demande grand trove, Nambuko le jette impitoyablement vers ses gardes et s'en va. Pendant ce temps, le reste du groupe s'approche des gardes vaincus et trouve l'épée brisée de Hiro. Là, Aaron se demande si la magie a été utilisée, mais Jiro n'est pas d'accord avec ses spéculations. Juste à ce moment, il repère des traces humaines sur le et décide de les suivre à travers le désert. Pendant ce temps, Nambuko remercie la dame royale d'avoir fait des affaires en lui donnant un grand festin et ses bons jeunes pour lui faire plaisir, puis il part en murmurant qu'il ne veut que son argent pour la recherche. Juste à ce moment-là, Shirocharu se précipite vers lui pour s'excuser de son échec à capturer Hiro, mais à sa grande surprise, Nemuko loue la force de Hiro et récompense Shirocharu et ses hommes avec un sac d'argent. En réponse, elle le serre dans ses bras avec amour et crie joyeusement que sa vie appartient à Nambuko. Pendant ce temps, le groupe atteint l'endroit où il voit la fusion des humains orques. Jiro se rend compte que cela n'aurait pas pu être fait par Hiro et exhorte tout le monde à se pêcher et à le trouver. Juste à ce moment, Hiro apparaît attaché à une chaise dans une pièce. Peu de temps après, Nambuko entre avec un étrange sac rempli d'armes. Il ouvre le sac révélant toutes sortes d'outils de torture, mentionnant que les humains sont vulnérables à la douleur, et il prévoit de l'utiliser comme un outil. Jusqu'à ce que Hiro réponde à toutes ces questions, Nambuko attrape son arme et pose des questions sur le lien de Hiro avec Deganzo. Haro s'interroge sur la raison de son intérêt pour le dragon, auquel Nambuko révèle son plan est de générer de l'argent en provoquant le chaos. Avec la réapparition de Dagonzot, mais juste au moment où il est sur le point de couper le bras de Hiro pour le parler, ils entendent la voix de la femme royale à l'extérieur se plaindre de l'un des garçons. Entendre ça, Nambuko pose l'arme et part s'occuper de l'affaire. Saisissant cette opportunité, Hiro desserre la corde sur un pied et la secoue, jusqu'à ce que l'emblème qu'il a dans la ville tombe de sa botte. Il utilise l'emblème pour couper la corde et se geler. Pendant ce temps, le docteur Bafalapa détecte l'odeur de Cereto et le suit avec un étrange chien comme une machine, jusqu'à ce qu'il atteigne Hiro. Le médecin demande à Hiro pourquoi il sent le Cerato, ce à quoi Hiro confirme qu'il la connaît. Bafalopa demande où elle est et Hiro dit qu'ils se sont récemment séparés. À quel médecin demande où ils se sont rencontrés. Vu des changements vers Chara, Chara profite d'un feu de joie et boit avec ses hommes. Ces hommes sont surpris de sa bonne humeur inhabituelle. Revenant à Hiro, il raconte l'histoire du dragon des sables. Comment Cereto a abordé le rythme cardiaque de Hiro. Bafalopa est surprise d'avoir fait ça et s'approche pour écouter les battements de cœur de Hiro. Soudain, le vieil homme s'alarme et lui dit « Son cœur ne lui appartient pas ». Pendant ce temps, Hiro se libère des cordes et attaque Bafalopa. Mais il reste calme, continue de parler du cœur de Hiro. Croyant que c'est le destin que lui et Sarada ont fait, Bafalapa dit au héros de protéger Cerato et il répond qu'il est piégé et sera torturé s'il ne s'échappe pas. Le docteur lui donne alors une étrange potion, lui demander de le boire et de penser à Cerato. En le buvant, le héros commence à flotter dans une aura violette et disparaît. Comme il disparaît, le vieil homme dit qu'il espère rencontrer Medeo un jour. Quelques instants tard, Hiro tombe du ciel devant son groupe. Il regarde le camp de Nambuko. À distance, Hiro les exhorte à partir instantanément avant que quiconque ne les... Nambuko trouve Bafalapa assis sur la chaise à la place de Hiro et demande ce qu'il a fait avec le garçon. Bafalapa admet qu'il l'a laissé parce que, comme lui, il vit pour Sorato, et Buko demande s'il n'avait pas déjà jeté cette chose. Bafalapa répond que si Nambuko veut, il peut le tuer mais prévient qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Nambuko dit qu'une fois que Bafalapa aura terminé le projet, il paiera le prix de ce qu'il a fait et tout en questionnant ce que le héros pensera quand il apprendra la vérité sur Sarado. Après cela, le groupe de Hiro se réfugie dans une grotte située dans l'une des carrières de pierre magique abandonnées. Là, le protagoniste raconte ce qui s'est passé et Sarah lui dit qu'ils
laissant le docteur Bafalaba, qui elle appelle papa. Alors Jiro s'approche et dit qu'il s'inquiète des paroles du docteur Bafalopa. Le cœur de ce héros n'est pas le sien. Il se souvient comment Dagonzap l'a protégé dans la ville et se demande si le rythme cardiaque et la cicatrice du héros ont un lien avec le dragon. La raison pour laquelle il l'a fait, que leur cœur aurait pu changer. Et Dagonzot protégeait son cœur en héros. Il continue en expliquant que peut-être Barreau a échangé le cœur de son fils avec celui des dragons il y a 10 ans, comme une mesure désespérée. Et c'est pourquoi le héros a pu éveiller d'étranges pouvoirs. Dans les moments de peur et de douleur, il révèle que ces pouvoirs étaient cachés dans le cœur de Zot et appelle sa transformation la forme du dragon. Mais Airo demande seulement si cela signifie qu'il doit mourir pour tuer Dave et Zot. Jiro répond que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude. Et Airo s'en va, frustré par l'idée de devoir face à sa propre mort pour achever sa vengeance. Geru et Palupa le suivent. Et Eren essaye de faire de même, mais Tamit lui dit que ce n'est pas juste de l'espionner, que c'est quelque chose de privé. Pendant ce temps, Chericharu joue avec un monstre appelé Yellow Dog, donné par Nambuko, et elle lui commande de trouver un héros. Soudain, des yeux rouges émergent de la fourrure du chien et s'envolent à la recherche de leur cible. Shere Khan leur fait ses adieux. De retour avec Ayawe, assis sur le bord d'une falaise, quand Jiro et Palifa se présentent, Palifa s'approche et lui dit qu'il était adorable quand il était enfant. Même si maintenant il n'est qu'un jeune troublé, il lui rappelle comment il avait l'habitude de se recroqueviller en boule quand il a été réprimandé pour avoir cassé. Paletta continue de dire que Aero a toujours fait ça quand il se sentait mal, comme lors des funérailles de ses parents. Quand tu t'entraînes avec Jiro et que les choses ont mal tourné, Hiro demande où va Palupa avec tout ça. Et il explique que Jiro étudiait la magie la nuit après l'avoir formé et il a passé 10 ans à apprendre la magie à partir de zéro. Comprendre ce que Barreau a risqué, sauver son fils, prendre soin de lui. Palupa dit qu'ils doivent le protéger et seront toujours avec. Hiro demande s'ils vont rester avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne le grand Trova. Il décide alors que s'il obtient le trésor de son père, il pourrait peut-être échanger son cœur avec les dragons et se sauver. Après cela, le groupe se réunit et continue son voyage. Bien qu'Eren disparaisse à nouveau lors du verrouillage, Sarada entend le rythme cardiaque de Hiro. Ce à quoi Palupa dit que c'est impossible, mais elle insiste pour l'entendre. Tamat profite du moment pour demander si le héros peut utiliser sa forme de dragon à volonté, mais le héros refuse en attendant. L'un des yeux espions de Characharo suit le groupe et lui montre leur emplacement. Elle entreprend alors de le trouver avec son soldat. Peu de temps après que le groupe ait atteint une ville qui a été détruite sans aucune trace de ses anciens habitants, il décide de s'y installer un moment pour faire une pause. En approchant, il trouve un puits en ruine, couvert de marques de gris. Jiro a soudainement une vision horrible de son passé et décide qu'ils doivent enquêter avant de rester. Lorsqu'il se déplace entre les bâtiments, il voit un souvenir de quand il était enfant, révélant son passé tragique. Ses parents étaient un ogre et un humain. Quand l'ogre a vu une femme humaine chez eux, ils lui ont reproché que tout soit détruit par les humains et a décidé de les pendre tous les deux pour avoir trahi leur espèce. Avant de mourir, le père de Jiro dit à son fils caché qu'un vrai héros n'ignore jamais une bonne action. Pendant ce temps, dans le présent, Tame entre dans l'une des maisons pour enquêter et trouve plusieurs cadavres. Juste à ce moment-là, ses yeux ont aperçu deux yeux rouges qui le fixent. Pendant ce temps, Jiro est toujours perdu dans le passé et se souvient comment il s'est échappé, s'est effondré et a finalement été retrouvé par le père de Hiro, qui l'amène dans sa famille. De retour dans le présent, Tamit monte terrifié après avoir réalisé que le tueur est toujours à l'intérieur et crie que les autres. Puis derrière lui apparaît une illusion humaine. Or, Hiro explique que c'est une autre des expériences de Nambuko. Jiro essaye de protéger Hiro avec sa grande épée, mais ne parvient pas à décrocher le coup en raison de son état blessé. Hiro essaye d'arrêter Jiro, mais il lance une fois de plus une attaque contre le monstre, et ce temps est jeté comme une poupée de chiffres. L'ennemi s'en prend à Hiro, qui essaye d'activer sa forme de dragon mais échoue. Après beaucoup d'efforts, le monstre se précipite à nouveau pour attaquer Hiro, mais cette fois Jiro parvient à décrocher une coupure du côté du monstre. Ailleurs, Aaron rencontre Chericharo pour donner plus d'informations à Nambuko, mais il laisse le pauvre Chericharo dehors et ferme la porte. Seul avec lui, elle révèle que Airo est le fils de Barreau et a le cœur du dragon en lui. Nambuko se méfie d'Eren et lui demande pourquoi elle lui dit ça. Elle répond qu'elle veut sa récompense pour être une bonne fille, et en lui donnant des informations utiles pour la remercier, Nambuko lui donne un objet appelé Alshina et lui dit que si Hiro est le fils de Barreau, il viendra pour la grande Trova. Nambuko appelle alors Chericharo dans la pièce. Alors qu'Eren part, il lui demande de tuer Hiro et elle accepte instantanément. Plus tard, Aaron utilise l'argent qui lui a été donné par Nambuko et arrive au village où le groupe séjourne. Le groupe s'arrête à Rokano, qui est une station où se croisent diverses routes. Et il y a un certain nombre de magasins. Harry veut acheter une épée, mais Palido prévient que ça doit être bon marché puisqu'ils ont peu d'argent et un long voyage à venir. Ils atteignent une auberge où ils prévoient de rester un moment. Bien qu'ils devront cuisiner et manger dans leur chambre pour économiser de l'argent, Airo essaye plusieurs épées dans la boutique, jusqu'à ce que Jiro trouve une lame plus courte et plus légère qui lui convient mieux. Le protagoniste le balance avec enthousiasme, le montrer à Sarado qui admet que c'est un peu effrayant, mais il décide de le prendre quand même. Ornement et arrêt devant la boutique. Le vendeur essaye de les convaincre de l'acheter et leur offre même une réduction, mais c'est trop cher. Alors Sarah montre au héros la pièce qu'il lui a donnée et dit: elle a beaucoup aimé cette pierre brillante, donc il n'y a pas besoin de lui acheter quoi que ce soit. Je quitte le magasin et je rencontre Juro. Pendant ce temps, Aaron va dans un magasin d'art et achète 5 flèches enchantées avec des queues magiques capables d'abattre facilement un gros monstre. Ce soir-là, le groupe se réunit pour le dîner et discute de ce que Bafalapa a dit à propos de Maître Théo, où le héros découvre Théo était le médecin de son père. Sarato explique qu'elle le connaît et qu'ils sont amis, qui choque tout le monde. Tamit suggère de rencontrer Théo pour obtenir plus d'informations. Avec ça, ils décident tous de chercher le médecin à partir de demain et se dirigent vers leur chambre pour dormir. Alors que Sarato est toujours debout dans sa
sa chambre, tenant la pièce dans sa main. Jiro et Hiro parlent de la ville précédente, et Hiro demande pourquoi Jiro l'a sauvé. Ce à quoi Jiro répond que c'est juste son travail. Quand il a demandé pourquoi il ne dort pas, Hiro dit que c'est parce qu'il a un dragon à l'intérieur et qu'il ne se sent pas à l'aise. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange commence. Une ombre dans la ville commence à s'agiter et à grandir. Une ombre étrange se déplace à nouveau et attaque un chat qui dort à proximité. Ne laissant que sa cloche peu de temps après, des explosions se font entendre à l'extérieur. L'auberge et le groupe se précipitent pour voir ce qui se passe. Une ombre en forme de dragon détruit des maisons et absorbe les gens qu'il touche avec ses longs membres. Notre protagoniste court vers la place pour regarder de plus près l'ombre et se demande si c'est Dagonzad. En attendant, l'ombre plane plus loin, continue de dévorer les villageois. Haru se pipite pour l'attaquer, qui inquiète Sarato et d'autres. Mais Jiro l'arrête juste à ce moment. L'ombre attaque Hiro, mais Jiro le repousse et poignarde le sol pour l'arrêter. L'ombre esquive son attaque et le capture à la place. Sarato essaye d'aider, mais Tamet la retient. Elle devient plus inquiète, alors qu'elle se rend compte que la créature n'est pas d'Egenza. Puis Chercheo apparaît à côté de Hiro, et nous apprenons que le monstre est une invention de Nambuko, fait par Bafalapa, et lui a été donné. Pendant ce temps, Sorano et le groupe continuent de courir vers Hiro, jusqu'à ce qu'une explosion se produise près d'eux. Shiracharu ordonne à la créature nommée Daku de manger Jiro. Pendant qu'elle vise la pointe de son parapluie sur le cœur de Hiro, Bafalapa est soulagé de voir Sorano à travers un miroir. Nembuko, qui se tient derrière lui ordonne de garder les yeux sur Hiro. Bafalapa dit qu'il ne devrait pas le tuer parce qu'il est le destin de Soreto. De l'autre côté, Chercheo lance une attaque féroce contre le héros, mais il attrape son arme avant qu'elle ne lui perce la poitrine, et elle l'électrocute à travers. Nous découvrons que le plan de Nambuko est de mettre en danger le cœur du dragon. Que Dagonzad apparaisse ici, Cher continue de pousser son arme vers le cœur de Hiro, mais il lui crie de ne pas blesser Jiro. La distrayant, elle parvient toujours à percer légèrement sa peau, le déclenchant dans une frénésie totale, et il active sa forme de dragon et la rejette avec une énergie pure. Pendant ce temps, Bafalapa ne sait pas quel pouvoir intérieur il devrait utiliser. Entouré d'éclairs sombres, Hira fait face aux gardes de Namuko. Émergeant de l'ombre, Jiro, qui est toujours englouti par l'ombre, se libère avec une flèche volante envoyée par Aaron Shir. Shiro ordonne à Daku d'attaquer Hiro, et l'ombre se précipite vers lui, essayant de le dévorer, mais les pouvoirs de Daigonzu le brisent en petits morceaux, laissant tout le monde choqué soudainement. Les griffes de Daigonzu commencent à émerger, et il semble rugir dans sa pleine forme. Malgré son état chaleureux, Hiro attrape une épée et frappe instinctivement le dragon, mais frappe Geru à la place. Shiracharu et son équipe se retirent. Toutes les caméras de surveillance regardaient les cheveux explosés devant le Bafalapa et le Nambuko. Hiro reprend conscience, et Sareto soudainement très malade. Quelques instants plus tard, tout le monde se précipite vers Jiro, allongé dans une mare de sang. Et Hiro réalise ce qu'il a fait et commence à pleurer. Le lendemain matin, Jiro se repose dans son lit, gravement blessé et surveillé par Sarado et Hiro. Hiro se sent coupable et triste de l'avoir attendu. Pendant ce temps, dans la cuisine, Paladin exprime son mécontentement face au goût de la nourriture qu'il apparaît. Soudain, Jiro se réveille, porté un sentiment de soulagement. Malgré le rétablissement du héros, Jiro remarque l'odeur de la cuisine de Poulou et reconnaît ses efforts. Le héros se sent coupable d'avoir attaqué Jiro, mais Jiro et Pouloupou lui assurent que l'attaque n'est pas son vrai moi. Pourtant, le héros est profondément affecté par l'événement et se sent triste des dégâts causés. Son inquiétude augmente. Quand Sarada le met en garde pour les risques de guérir les blessures de Jiro, Hiro a suggéré à Yuru de se reposer, mais il craint que la forme de dragon de Hiro soit dangereuse, et s'il continue à l'utiliser un jour, il ne pourra pas annuler la transformation et être coincé comme ça pour toujours. Ensuite, Yuru se couche et suggère qu'il demande à Maître Théo s'il en sait quelque chose, et tombe inconscient une fois de plus. En attendant, le conflit surgit entre Palupa et Mumu, à peau d'herbe de Surferia rare, nécessaire pour le traitement de Juru, et Mumu part sans donner le médicament. Tamit suggère de retourner aux sources de guérison, mais Palupa craint que ce ne soit pas suffisant. Puis Aaron présente une solution, et les dirige vers la vallée de Kururu Harukanyan, où se trouvent les herbes. Hiro et Sarato se précipitent instantanément dehors pour commencer leur voyage. Pendant ce temps, Nambuko reçoit des commandes massives d'armes, munitions et armures de différents royaumes, et demande même que de fausses informations soient diffusées, que l'une des nations a capturé le dragon pour augmenter la peur et stimuler les vents. Chercharu est enfermé dans sa chambre avec Yellow Dog et bavardé avec ça. Par contre, Hiro exprime sa frustration face à la longue distance qu'ils doivent parcourir, mais Sarada leur assure que malgré la longueur du voyage, ils trouveront Sarah Furia et il ira bien. Pendant ce temps, Eren est à l'auberge pour s'occuper de Juro quand Toman s'approche du groupe et exprime ses soupçons sur Sarada, dire qu'elle ne mange jamais et ne sourit jamais. Il est aussi curieux de savoir pourquoi Sharacharu sait toujours où ils sont. Il souligne que Bafalapa travaille avec Nembuko et Sarato est connecté à lui, donc il ne lui fait pas confiance, mais ils n'ont aucune preuve. Alors Palipa suggère qu'il reste silencieux. Concentrez-vous d'abord sur le rétablissement de Jiro. De retour dans le canyon, Hiro et Sarada atteignent la zone où se trouve l'herbe, mais c'est très loin. Hiro dit à Sarada d'attendre, mais elle refuse et va avec lui. Déterminée à aider Jiro après avoir fouillé le sol du canyon, il ne trouve rien jusqu'à ce qu'un géant grenouille à cornes émerge des hautes herbes et les attaque. Sereno pousse le héros hors de sa tête et ils s'échappent ensemble, glissant sur le sol. Alors commence à pleuvoir. Sarato aperçoit alors un moncule de terre et voit la plante nécessaire sur le dessus. Le protagoniste court avec enthousiasme pour grimper pour le récupérer. Pendant ce temps, Tamit parle de l'attaque de l'ombre contre Hiro et se demande si Namuka a ordonné à Chercharo de le capturer à nouveau. Aaron révèle que cette fois, il lui a ordonné de tuer Hiro et explique qu'elle a entendu Namuka lui-même et qu'elle a pu espionner Nambuko à l'aide d'une alchina. Elle dit peut-être. Nambuko veut comprendre la relation
relation entre le héros et Dagon Zod a enfin du sens. Palupa. Pourquoi ils ont tous été réunis là? Le héros essaye de tirer l'herbe du sol de toutes ses forces, mais échoue soudainement, le sol commence à trembler et une énorme tortue apparaît. Et il réalise, la montagne où pousse l'herbe étant la carapace de la tortue. Pendant ce temps, Aaron explique enfin aux autres pourquoi ils doivent se dépêcher et aller au pays où les souhaits meurent. Si tu veux que Grand Trova venge ses parents, elle révèle les fausses rumeurs sur Dagon Zod parmi les 3 royaumes, ce qui rappelle à Palupa la stratégie de Nembuco. Pour semer le chaos et vendre de plus en plus d'armes, Aaron avait toujours du mal à avoir Sarah Furia. Pendant que la tue géante commençait à marcher, ajoutant plus au chaos, Aaron est d'accord avec Palupa. Et qu'avec l'augmentation de la demande d'armes, les prix des pierres magie augmentent également. Et Nembuco contrôle secrètement le prix de la pierre magie, donc il devient incroyablement riche rapidement. Hiro essayait toujours d'obtenir la plante, mais glisse du haut en tombant à nouveau. Macao, Aaron loue la détermination de Hiro, mais elle craint que si cela continue, une guerre va éclater à travers le continent, et il sera impossible de traverser le champ de bataille pour atteindre Nembuco. Ils doivent se dépêcher de trouver le grand trésor pour venger leur part, et mettre fin à tout. Quand Palupa plaisante sur ce qu'elle veut en retour, elle le brosse avec des involtures. Finalement, Hiro parvient à obtenir l'herbe appelée Surfuria, mais il tombe de la tortue et Serato l'attrape dans ses bras. Elle rit en le tenant, et comme ils descendent, il lui dit que c'est la première fois qu'il la voit sourire. Sarada baisse les yeux un instant, mais puis sourit à nouveau, et les deux partagent un regard heureux. Une fois de retour à la maison, le médicament a fait fonctionner. Mr. Fury et Jiro commencent à récupérer. Nous voyons ensuite Ahmet utiliser l'Alchina d'Aaron, communiquer avec Pichet, et est choqué d'apprendre d'étranges nouvelles. Pendant ce temps, Jiru remercie le héros de l'avoir sauvé, et Sarado admire aussi ses efforts. Juste à ce moment, Ahmet revient dans la pièce et rend Alchina à Aaron, puis partage la terrible nouvelle que dans sa ville, les gens sont exploités pour travailler dans les mines. Ils sont envoyés là pour mourir, et aucune nourriture ne leur parvient. Il demande à Aaron si la guerre se produit, quel sera le sort de l'Insukis. Il commence à pleurer et jure d'avoir le grand trésor pour eux. Le voir comme ça, Serato verse aussi une larme. Haru demande des détails à Palupa. Le groupe décide alors de se reposer et de se préparer à poursuivre leur voyage. Le lendemain matin, quelques heures plus tard, tout le monde quitte le village. Et Ahmet dit à Palupa qu'il pense que la présence de Sorato ne le dérange plus parce qu'il a vu des larmes en elle, quand il pleurait alors qu'il marchait plus loin. Jiro informe Haru que Maître Théo vit dans ces montagnes sacrées. Hiro est confus à propos de sa rencontre avec Théo, car il est plus préoccupé par la guerre à venir. Jiro lui assure qu'avant d'obtenir Grand Trova, rencontrer Théo leur sera plus utile. Alors qu'ils escaladent les montagnes saintes, un vieil homme étrange aux cheveux verts et aux oreilles acérées apparaît, flottant à côté du groupe de Jiro et Palupa, et ils le reconnaissent comme Maître Théo. Il demande s'ils lui ont apporté un cadeau, mais en voyant Sorato, il oublie ça et va la serrer dans ses bras. Depuis qu'ils se connaissent d'avant, le mari de Sarato, Maître Théo, rend le héros agacé et confus. Un peu plus tard, le groupe arrive dans une grotte avec Maître Théo, qui révèle que Bafalapa et Baro étaient ses étudiants. Avec ça, il se dirige vers l'intérieur, avec Sarato, se plaignant toujours de ne pas avoir de cadeau. À l'intérieur de la grotte, ils s'assoient ensemble, et Jiro lui parle de la forme de dragon du héros, et leur raison d'y venir. Soudain, Théo utilise son âme dévorant des flammes, qui sont une imitation des flammes de Dagon Zod, mais il ne dévore aucune âme. Il révèle qu'il est au courant de Balbago, où d'innombrables âmes ont été perdues. Le sol a été brûlé, et le cœur de Dagon Zod a été remplacé par Hiro. Il a interrogé le héros sur ses sentiments, auxquels il révèle son souhait de venger ses parents, avant que quelque chose n'arrive à son corps. Soudain, le héros affronte le maître. Demandez-moi, il n'a rien fait pour sauver ses parents, et empêcher la tragédie de cette bataille, mais le sorcier répond que tout comme on ne peut pas arrêter Mère Nature, les humains ne peuvent pas non plus arrêter un dragon maléfique. Puis le vieil homme se lève et dit au héros de venir avec lui, parce qu'ils vont pratiquer la magie. Mais ça agace le héros, il est un épéiste, pas un mage. Mais Jiro le calme, et lui dit qu'il va peut-être lui apprendre une façon de gérer la forme du dragon. Avant de commencer une formation à l'extérieur, le maître se débarrasse de Jiro et aussi de Tommy, avec l'excuse qu'il a besoin d'eau et de viande. Et Eren part aussi pour un moment. Le maître demande d'abord à Hiro le niveau du terrain, et lui dit de faire un pas en avant en ligne droite. Ensuite, il lui donne un papier avec le visage de Sarada qu'il a dessiné en héros, pour l'émietter et l'aplatir plusieurs fois, bien qu'il ne comprenne pas quoi. Pendant ce temps, Aaron écoute depuis une colline lointaine avec son Alchina, aux dernières nouvelles de la guerre, entendre que tous les royaumes ont hissé leur drapeau, rassemblé leur infanterie, et annulé toutes les séances d'entraînement. Il s'inquiète et conclut que la guerre est sur le point de commencer. Après un certain temps d'entraînement, le maître du papier ordonne à Hiro de le jeter, mais il refuse. Sarado s'approche de Hiro et demande à voir le dessin d'elle, et quand il le montre au maître, ils le regardent tous les deux, étrangement, à cause de leur relation. Pendant ce temps, Jiro chasse un animal sauvage pour la viande, et est sur le chemin du retour à la grotte pour le prochain test. Théo demande à Hiro de choisir une pierre, et il le fait, bien que Serato en profite pour lui montrer la pièce qu'il lui a donnée. Il dit que c'est la pierre qu'il lui a donnée. À ça, le maître répond que c'est très joli, et lui va bien. Puis le vieil homme dit au héros de choisir où il veut que la pierre tombe. Et il le fait, mais ne tombe pas là où il l'aurait voulu. Toujours le maître le corrige, et dit que c'est l'endroit exact où il est tombé. À ce moment, Hiro menace le maître avec son épée, Palip le gronde. Mais finalement, le vieil homme décide de s'entraîner un peu avec l'épée assez. La scène passe à Shere Khan, qui est assise avec son chien jaune quand son garde arrive, poser des questions sur son bien-être. Pendant ce temps, Théo se tient devant Hiro, et attrape quelque chose d'invisible avec ses mains, qu'il appelle la lame Koku, et lance une barre oblique vers le bâton magique de Sorato, et le frappe. Il explique ensuite que c'est magique, même s'il appelle ça une épée, et demande à Hiro d'essayer de l'utiliser aussi. Hiro imite le maître et semblant de saisir une sorte d'épée invisible, et lance une barre oblique en ligne droite. Finit par un rocher à proximité,
Hiro pense que c'est perte de temps, mais le maître le félicite et il continue à s'entraîner pendant des heures, pendant que les autres ont diverses tâches jusqu'à ce que la nuit tombe, et tout le monde va se reposer après une longue journée pleine d'activités. Pendant ce temps, Characharo se sent très déprimé et enfermé dans sa chambre. Quand soudain, un garde entre et lui demande d'aller à Nambuko, Jiro et Théo parlent de Hiro, et à quel point il ressemble à son père. Baro il dit ensuite à Jiro que Hiro n'a pas le talent de l'épée, ce à quoi Jiro est d'accord avec lui, et révèle que même après 10 ans, les compétences d'épée de Hiro sont faibles, mais son désir de venger ses parents est fort, et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours en voyage. Mais après avoir étudié la magie pendant des années, il apprend que Hiro a un grand potentiel pour la magie, et c'est vraiment chanceux qu'une personne ordinaire ne pouvait pas supporter de porter le cœur d'un dragon. Le maître continue de parler à Geru du pouvoir de Hiro, et l'avertit qu'il est très dangereux, expliquant que lorsqu'il a lancé la première attaque à l'épée invisible, la barre oblique s'est divisée sans toucher le personnel de Serato, et a percé le vieil homme, le forçant presque à se défendre. Il révèle également que Serato et le héros font partie d'un couple destiné, qui doivent toujours rester unis, ce qui surprend grandement Jiro. Pendant ce temps, Shiro rencontre Manbuko, qui la serre joyeusement et l'emmène ailleurs, laissant le travail restant à Bafalapa. Le lendemain matin, Hiro fait à nouveau face à l'un des étranges défis de Théo, mais finit par se mettre en colère et veut arrêter d'entendre ses plaintes. Tout le monde se réveille de son sommeil, poser des questions sur la question. Comme le héros est sur le point d'entrer, Théo propose un examen de fin d'études, et le héros est d'accord. Alors il lui demande de le couper avec une épée cocos d'où il tient, sans bouger, ennuyé, parce qu'il croit qu'il ne peut pas utiliser la magie. Le héros prépare et lance une barre oblique, mais apparemment rien ne se passe. Pourtant, le vieil homme commence à se plaindre dramatiquement, disant qu'il a été blessé, et déclare que le héros a obtenu son diplôme, et peut partir maintenant. Tout le monde fait ses adieux à Théo et quitte la grotte, alors que le groupe s'éloigne. Il est révélé que le vieil homme s'est en fait protégé de l'attaque puissante, disant la magie déconclut que Baro, en remplaçant le cœur de son fils, celui du dragon, réussit à garder le pouvoir contrôle. Ainsi, le voyage du groupe continue, en passant par les villes, rivières et forêts, jusqu'à ce qu'elles atteignent le désert mort, au-delà de laquelle se trouve leur destination. Ils s'arrêtent là pendant un certain temps, discuter du temps qu'il faudra pour traverser le désert. Haro commence à courir dans le désert quand un oiseau ennemi apparaît, et Jiro le termine avec une épée pour les rencontrer, se demande comment les ennemis connaissent toujours leur emplacement, et à ce moment-là, tout l'appareil Shina d'Aaron s'active, et ils entendent la voix de Manbuko, demandant des informations. Aaron se révèle enfin être un traître, entré dans le groupe, et se retrouve, en difficulté sérieuse, ramasse Alshina du sol, et le groupe lui demande d'expliquer. Elle ne nie rien, et révèle qu'elle est une informatrice pour Nambuko. Gerba envisage sérieusement de tuer Eren, et pointe même son épée sur elle pendant une seconde, mais décide finalement que ce serait inutile. Tout le monde regarde Eren avec déception et colère, commence à s'éloigner à travers le désert. Malgré son avertissement que le chemin à parcourir est très difficile, nous voyons que Sherekaru est sur le point de suivre l'un des ordres de Nambuko. Quand son garde essaye de l'arrêter, elle répond qu'elle ne fera que réaliser les souhaits de Nambuko, et demander à Pulupa d'activer son invention. Soudain Shiro entre dans une sorte de capsule de cristal. Une fois qu'elle entre, Bafalapa active la machine, et les capsules de cristal commencent à briller. Au grand étonnement du garde, de retour avec Hiro, lui et son groupe marchent dans le désert infernal, endurant à peine la chaleur extrême. En attendant, nous voyons que l'un des royaumes se prépare pour la bataille finale. Parmi toutes les nations, il suit les fausses informations données par Nambuko. Le roi parle de son royaume ennemi, Amora, où le roi Alverus est allié avec le roi d'Ishio pour arrêter le chaos sur le continent avec le Dagonzoth. Donc le roi Caristo a décidé de mobiliser ses troupes dans la zone neutre pour sauver les gens et mettre fin à tout. Une fois la nuit tombée, Airo et son camp de groupe au milieu du désert, mais il rencontre plus de problèmes, parce que les nuits dans de tels endroits sont très froides. Contrairement à la chaleur insupportable pendant la journée, le paludisme demande la distance pour atterrir là où les souhaits meurent, et Jiro répond qu'il devrait se préparer à passer 3 nuits de plus dans le désert. Pendant un moment, nous voyons que le royaume de la rue, Amoria, croit aussi que les deux autres royaumes se sont alliés pour utiliser le dragon. Alors, il ordonne à tous ses soldats d'aller à Balbago et arrêter-les à tout prix. Le lendemain matin, le groupe continue de marcher dans le désert et est presque hors de l'eau. Soudain, Palupa tombe dans un piège fabriqué par un ver de sable géant appelé Jangalo. Juste au moment où le monstre est sur le point de le manger, Aaron apparaît soudainement et jette une corde pour le faire sortir, bien qu'elle sauve Palupa. Hiro est en colère de la voir et lui dit de partir, mais Eren les met en garde contre la mauvaise face et leur montre le corps d'un monstre mort en signe de danger. En même temps, le royaume d'Ishiofin tombe dans le piège de Nambuko, pensant que deux autres royaumes se sont associés. De retour dans le désert, une énorme tempête de sable frappe et sépare le groupe. Palaba se réveille à côté d'Aaron, qui suggère de chercher une oasis, tandis que Jiro trouve Tommy faible et seul. Hiro se retrouve un Serato, au milieu du désert ardent. Paluba refuse l'aide d'Aaron, mais s'effondre bientôt d'épuisement, et le lendemain se réveille en se sentant mieux. Grâce à elle, Serato voit l'état de Hiro s'aggraver. Alors elle se lève trouver de l'eau, et la lui donne juste à temps. Les deux groupes se réunissent lentement à l'oasis, où ils aident à se rencontrer de l'autre côté. Shere-Khan apparaît devant Sarato et Hiro, paraître beaucoup plus fort qu'avoir fusionné avec le chien jaune. Elle se moque de l'état faible de Hiro, et assomme Sarato capturé Hiro, et le téléporte à Nambuko à l'aide d'une pierre magique. Pendant ce temps, les pays rassemblent leurs armées à Balbago, préparation de la bataille finale. Encore une fois au même endroit qu'il y a 10 ans, quand Hiro se réveille, il se retrouve devant Nambuko et Shirasharo. Malgré tout, il ne se soucie que du trésor de son père et le réclame. Il tire son épée et tente de frapper Nambuko. Mais Nambuko le bloque et le menace, révélant qu'il connaissait déjà. Nambuko explique qu'il était présent à la catastrophe de
de Balgo, où il a obtenu la grande trova. Il avoue que c'est lui qui a tiré qui a blessé Barreau et l'a empêché de sceller le dragon. Il révèle que même à l'époque, il avait le même plan pour semer le chaos, pour que les pays dépensent leurs richesses et il pourrait devenir riche. Hiro l'accuse d'avoir tué ses parents, mais Nambuko le nie et rejette le blâme sur Daganzo. Il demande ensuite à Hiro ce que ça fait de porter le cœur du dragon que l'on croyait mort. 10 ans, il se souvient comment il s'est échappé indemne grâce à un cristal de sang d'un dragon et était fasciné par le pouvoir maléfique des flammes de Dagonzo. Il admire la puissance et la beauté du dragon maléfique. Hiro l'accuse de glorifier quelque chose qui a causé la mort de centaines, y compris ses parents une plus. Hiro lance une attaque mais échoue, auquel Nambuko révèle son intention qu'il ne tuera pas Hiro parce que contrôler le dragon dépend de sa vie. En attendant, le groupe du désert essaye de trouver le héros et Serato en utilisant l'appareil des rennes et soudain, ils entendent faiblement la voix de Serato commence à courir dans cette direction. Il la trouve seule dans une pierre cristallisée géante avec son bâton magique. Jiro 5 disant que ses actions pourraient attirer le dragon et insiste pour l'aider. Pourtant, elle continue de frapper la pierre et d'appeler Hiro jusqu'à ce que son bâton se brise, puis un dragon apparaît à toute vitesse. Le dragon ouvre la bouche et prend Sarado. Quel Jiro court pour la quai. Soudain, le dragon ouvre la bouche et révèle Sarado qui leur dit que c'est son ami et ça les amènera à Hiro. Palupa se souvient alors que lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, elle est aussi sortie de la bouche d'un dragon. On voit ensuite tout le monde survoler le désert sur le dragon roux, avec Serato assis dans sa bouche. En attendant, Nambuko communique avec Bafalapa, poser des questions sur les préparatifs, et le docteur dit que la magie reste dans Jerokia Sphere, seront compressés dans leur méga réacteur magique, et ensuite ils enverront ces réacteurs à Balgo. Ils ont juste besoin d'ajouter le trésor du plafond à l'appareil. Ils construisent pour conquérir le continent. Cependant, Bafalapa prévient qu'ils auront besoin de l'énergie du manoir pour acquérir la puissance nécessaire, et Nambuko est d'accord à ce moment-là. Le docteur détecte quelque chose de très étrange sur son radar, et puis on voit le groupe avancer sur le dragon, alors continue d'avancer sur le dragon vers le manoir. Timmy commente que c'est plus comme un manoir, ressemblant au château d'un démon. Aaron explique qu'il était autrefois dirigé par un appelé Jerokia. Soudain, une grande lance est tirée depuis la base ennemie. Abattre le dragon tombe mort dans une zone inférieure de la forteresse. Le groupe parvient à se cacher à temps pendant que les sbires de Nambuko s'approchent. Le manoir est plus haut, et il n'y a aucun moyen de l'atteindre puisqu'ils ne peuvent plus utiliser Mumu. Juste à ce moment, un portail s'ouvre et Bafalapa apparaît appelant Sarah. En le voyant, elle s'approche rapidement. Le docteur est ravi de voir ça et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. Alors il crée un autre portail et tout le monde s'échappe juste à temps. Une fois qu'ils sont en sécurité, Juru et les autres se demandent si Sarado est vraiment la fille de Buffalo. Mais elle explique que sa création était à la demande de Nambuko. Le groupe ne comprend pas ce qu'elle est, mais le docteur précise que c'est une paix magique qu'il a créée. En entendant cela, Palupa demande à Tomit s'il savait, et le garçon répond qu'il avait ses soupçons, sachant d'une manière ou d'une autre qu'elle n'était pas comme eux. Palib se sent mal de ne pas avoir réalisé tôt. Malgré cela, elle n'a pas demandé à Jeru la raison de la création de Sarado. Bafalupa que Nambuko était présent dans la plus grande bataille de Balbago il y a 10 ans, mais Jeru dit que c'est impossible parce que seul lui et les héros survivent, le dragon et son âme dévorant les flammes. Bafalapa révèle qu'il a survécu grâce au cristal de sang du dragon formé avec le sang de Dagenzoe. Il raconte ensuite comment Nambuko lui a demandé de créer le plus grand guerrier avec ses cristaux, quelqu'un qui pourrait même se battre dans un endroit plein de flammes de Borasol. Cependant, Bafalapa n'était pas intéressé par ça. Alors il a créé un chef-d'œuvre et il révèle que le chef-d'œuvre est Sarado. Elle est pleine de beauté et de gentillesse, bien que cela ait enragé Nambuko, qui a ordonné qu'elle soit jetée. Le docteur a fait semblant de la détruire, mais en réalité, il l'a laissée s'échapper pour être libre. Sarado parle alors au médecin de Moi et de Hiro, auquel il révèle que ce qui l'a attiré était le son de son cœur. À ce stade, Jiro avoue que le cœur de Hiro a été échangé avec le cœur de Deganzop il y a 10 ans. À ce moment-là, Bafalopa réalise le lien entre le cœur de Hiro et le cristal, avec lequel Sarado a été créé. Sarato interrompt et lui dit qu'elle doit aller au héros tout de suite, mais le docteur refuse et lui demande de quitter le garçon. Comme le temps du dragon est bientôt à venir, et Mamuko convoquera Deganzat, il suggère qu'il veut probablement l'utiliser aussi. Cependant, Sarato désobéit au docteur, refusant de laisser le héros à son destin et s'enfuit avec Aaron. En voyant cette, Bafalupa se demande si elle a sa conscience maintenant, comme elle ne lui avait jamais désobéi auparavant, et a demandé au reste du groupe de s'occuper d'elle. Alibata et Tamit ne sont pas satisfaits des paroles du vieil homme, mais Jiro répond immédiatement qu'ils vont prendre soin d'elle et sauve Hiro du Mambuko. Le groupe arrive ensuite dans une pièce avec une pierre géante, et soudain, Nambuko et Chercharo apparaissent tenant Hiro. Sarado demande à prendre la place de Hiro, mais il refuse et explique qu'il a besoin des deux pour son plan. À ce moment-là, il menace de faire du mal à Hiro, alors Sarado marche vers eux. Charachar ouvre alors un portail et les envoie tous les trois à Balbago. Jiraiya essaye de les arrêter, mais est bloqué par Charachar, qui lui dit de se battre avec elle. Une fois à Balbago, Nambuko force Hiro à être témoin de l'endroit où son destin a été forgé. Il y a 10 ans soudainement, l'éclipse solaire commence, et les soldats des royaumes se préparent au pire. Pensant que c'est la fin du monde, ainsi commence l'heure du dragon. Et les pierres magiques de Balbago, chargées de l'énergie restante de Jerokia, sont enfin activées. Chéri avertit le groupe qu'ils ne peuvent rien faire, et révèle le vrai plan de Nambuko pour rassembler les soldats des trois nations, pour les fusionner avec des Ganzo et créer quelque chose d'encore plus grand que le dragon maléfique. Soudain, la sphère des Jerukia où il se trouve commence à auquel Chéri explique qu'elle est sur le point d'envoyer son énergie à Balbago. Le groupe dit à Shiro que tout le monde va mourir, mais elle répond que même Nambuko y mourra. Puis un écran apparaît communiqué avec la sphère. Nambuko leur dit qu'il utilisera toute la magie de leur
leur âme, et les remercie de s'être sacrifiés pour son plan. Tous ses serviteurs et assistants commencent à crier et à demander de l'aide, sauf Chéri Charo qui croit toujours qu'elle sera sauvée. Cependant, il coupe la communication, et Chéri Charo se rend compte qu'elle n'a jamais compté pour lui non plus. Alors elle commence à pleurer de désespoir et de rage. Bafalapa dit ensuite au groupe d'essayer de les faire sortir, et révèle que son vrai corps est à Balbago. En attendant, Namuko dit à Serato que quelque chose en elle va bientôt se réveiller, mais juste à ce moment-là, le vrai Bafalapa apparaît et essaye de l'arrêter. Cela ne faisait toujours partie du plan de Nambuko. Alors il a attaqué le vieil homme, le laissant gravement blessé. Nambuko regarde ensuite directement Serato et jette un sort qui l'empêche de désobéir à ses ordres, et la transforme en révélant une nouvelle forme. Nambuko lui ordonne de combattre Hiro, expliquant que la peur qu'il ressent va déclencher Dagon, le cœur de Zot en lui, et invoque le dragon. Hiro supplie Sarado de ne pas obéir, indiquant clairement qu'il ne veut pas la combattre, mais elle commence à l'attaquer sans pitié. Pendant ce temps, dans cette sphère, tout se brise, alors qu'il transfère son énergie à Balbago. Ils essaient de trouver une issue, mais échouent et réalisent qu'ils peuvent créer un trou avec l'aide de Numa. Cependant, Mumu dit qu'elle ne peut pas entrer dans l'espace clos de la sphère de Jarokias. Malaba demande s'il existe une arme assez puissante pour briser la... Et elle dit oui, alors tout le monde lui offre de l'argent, armes et bijoux comme paiement pour sortir. Avant de partir, Juru parle à Chara et lui dit qu'une fois qu'ils se sont échappés, elle doit les emmener à Balbago. Elle accepte et demande avec colère à Juru de la laisser gérer Nambuko. Quelques instants tard, Mumu vise un canon magique de l'extérieur de la sphère et percer ses différentes couches. Pendant ce temps, Hiro commence à adopter sa forme de dragon, alors que Soreto l'attaque et Nambuko encourage la transformation. Une fois que Hiro cède à la forme de dragon, il les exhorte tous les deux à se battre, appelant ça une belle bataille en deux personnes liées par le destin. La marque du dragon continue de se répandre sur le corps de Hiro, et il attaque Sarado juste au moment où ses amis se téléportent là-bas. Hiro vole dans les airs et la charge férocement, mais elle se défend facilement. Puis il prépare une attaque d'en haut, continue à se battre, voir ce Jiru sauter dedans, mais est choquant, hacké par l'épée de Characharu. Il demande pourquoi elle l'a fait, et nous voyons ses yeux briller de la même couleur que ceux de Sarado. Quand Nambuko a activé le sort d'obéissance, Shirucharo commence à pleurer et dit qu'elle l'a fait parce qu'elle se prépare à combattre Jiro. Sarato et le héros continuent d'échanger des... Nambuko apprécie leur combat depuis un certain temps, puis lui ordonne de le finir. Le héros continue d'attaquer Sarato jusqu'à ce qu'elle le jette. En utilisant ses cheveux longs, elle l'immobilise dans les airs, et commence à l'écraser dans le sol plusieurs reprises, et s'approche pour le poignarder avec des armes tranchantes sur la tête. Mais juste avant qu'elle puisse frapper, quelque chose frappe Serato et l'envoie voler en arrière. Et tout se remplit de fumée. La fumée monte et soudain le soleil devient rouge, signalant que l'heure du dragon est complètement arrivée. Devant eux apparaît Daganzot dans sa forme furieuse. Nambuko active immédiatement sa machine, et le dragon est frappé par plusieurs faisceaux de lumière. Nambuko est excité par le succès de son plan, et offre au dragon une chance de fusionner avec les milliers de soldats rassemblés là-bas. Mais pensait que le processus pourrait ruiner sa beauté, il attrape également le Trova gris et le place dans l'appareil, lui demandant de fusionner avec lui aussi. Un énorme cercle se forme autour du soleil rouge, et la lumière violette commence à couler vers une énorme sphère. La sphère commence à s'effondrer, et une explosion massive de lumière se produit au-dessus du dragon. Voir ça, Nambuko commence à marcher vers le dragon et entre dans la lueur de la lumière. Characharu et Jiro essayent d'atteindre Nambuko, mais échouent, et une énorme explosion se produit. Les jetés quelques instants tard, nous voyons une boule rouge tourbillonner, révélant que Nambuko a fusionné avec succès. Bafalapa se remet à peine sur pied, et tout le monde est terrifié par ce que Nambuko a fait. Mbuko détecte le rythme cardiaque de Hiro et arrête son attaque entrante, et lui dit froidement que même s'il a le cœur du dragon, c'est toujours un humain faible. Il commence alors à le battre en l'air. Le héros voit des visions de ses parents qui l'appellent, et lui rappelle qu'il a encore quelque chose à faire. Il attrape l'une des griffes du dragon, et le désintègre pour se libérer. Mais Mbuko le rattrape à nouveau. Pendant ce temps, Bafalapa donne des ordres au groupe de Hiro pour arrêter les réacteurs immédiatement, et retirer la grande trova de la machine, pour que l'énergie magique revienne, et le réacteur dans la terre où souhaite mourir perd le contrôle. Sereto se réveille enfin, et voit l'épée de Hiro à proximité. À ce moment-là, Nambuko prépare sa prochaine attaque, et la flamme dévorante de l'âme commence à se répandre. Bafalapa et le groupe se précipitaient pour l'arrêter, et a réussi à atteindre et à arrêter les réacteurs juste à temps. Les cristaux du réacteur se brisent instantanément, et Nambuko perd l'énergie qu'il accumulait. Hiro revient à la raison, et voit Tamet et Malaba saisir le grand trésor près de lui, toujours sans la magie des Geruka. Nambuko montre qu'il a pris des flammes dans l'un de ses bras, et déclenche l'attaque mettant le feu à tout ce qui les entoure. Bafalopa court pour sauver sa fille. La fumée et la destruction atteignent même les armées du royaume, mais les flammes ne les dévorent pas. Une fois que les flammes et la fumée se sont dissipées, Nemuko voit que Sero a protégé le héros avec son corps. Bien que le cristal sur sa poitrine s'estompe, elle lui offre son épée. Mais juste à ce moment-là, Nambuko lui enlève le cristal de poitrine, laissant son inconscient. Nambuko pense qu'il est en sécurité, puisque personne ne peut empêcher l'âme de dévorer les flammes maintenant, mais Hiro peint de ses bras avec l'épée. Elle lui dit qu'il regrettera d'avoir blessé Sorato et d'avoir tué ses parents. Il charge à nouveau et poignarde Nambuko. Le surprenant, car aucun humain n'était censé pouvoir lui faire du mal. Nambuko s'écrase au sol et Haro se précipite vers Serato. Bien qu'elle reste inconsciente, bientôt, le groupe les rejoint, et Dagonzot réémerge de Nambuko dans sa forme originale. Haro quitte Serata avec ses amis et se prépare à se poignarder avec l'épée pour détruire le cœur du dragon, mais il se souvient de la formation de Maître Théo et demande à Tamid de lui lancer la grande trova. Le garçon obéit et Haro l'attrape. Invoquer une nouvelle épée de la sphère rouge
rougeoyant. Il saute en l'air avec le trova dans une main et l'épée dans l'autre, la même épée Koku que Théo a essayé de lui apprendre à utiliser. Avec une coupe nette, il expose le cœur du monstre et utilise le trova pour l'enlever. Geru lui demande d'échanger rapidement son cœur avec les dragons, mais au lieu de cela, Haru se précipite vers Sarado et lui donne le cœur de dragon. Quelques instants plus tard, le cœur commence à battre et Serato ouvre les yeux. Heureux de le voir. En attendant, Daganzo s'efface et le ciel s'ouvre. Et Airo et Serato se regardent avec un sourire. Palupa, Aaron et Tamit se disputent la grande trova, mais laissent tomber négligemment et ils se brisent en morceaux. Tout le monde panique jusqu'à ce que Juro leur dise que ce n'était pas le vrai, puisque le vrai trésor avait disparu une fois sa mission accomplie. Albus gronde Jirou, demandait comment le héros pourrait utiliser une magie aussi puissante sans la vraie Trovea, et il explique que le pouvoir de Hiro est si grand que Maître Théo avait déjà remarqué qu'il n'avait jamais eu besoin de la Trovea. Pendant ce temps, les yeux de Hiro se sont remplis de larmes alors qu'il tient Sorato, qui a demandé pourquoi il pleure. Il le brosse rapidement, puis elle pose des questions sur le Bafalapa, mais tout ce qui reste de lui fait partie de son personnel, puisque c'est lui qui a arrêté l'attaque finale de Nambuko, permettre à Sarada de sauver Hiro, voir le dernier reste de son père. Sarada embrasse le bâton et pleure. Bientôt, le groupe se rend compte que les armées battent en retraite, et Eren avoue que c'était elle qui faisait, et elle informe les rois de chaque nation du véritable plan de Nambuko, et la vérité derrière cela rend la guerre inutile. À ce moment-là, un portail s'ouvre, et Moumou paraît heureux de les voir vivants, et est prêt à récupérer ce qu'ils lui doivent. Un peu plus loin, on voit Shere Khan pleurer, mais certains des anciens de Nambuko la trouvent. Un soldat l'encourage, disant qu'ils sont enfin libres, qu'elle est maintenant encore plus attirante. Elle remonte le moral et décide de commencer une nouvelle vie avec et son nouveau corps spéculaire. Plus tard, notre protagoniste et son groupe font une tombe pour Bafalapa. Dans un champ de fleurs et d'herbes, le groupe rappelle au héros que maintenant son cœur appartient à Sarado, qui sourit en entendant son rythme. Le groupe se demande alors quoi faire. Tamit dit qu'il veut retourner chez ses amis. Le héros lui donne l'emblème d'Alabar. Croire que Tamit en a plus besoin. Paluba rappelle à tout le monde qu'ils ont besoin d'argent pour rentrer en vie. Et pendant qu'il découvre ça, Haru décide de continuer à s'entraîner avec les. Même s'il est un meilleur mage, il sera toujours un épéiste errant.